Hop. Bon, je me filme parce que je ressens le besoin encore d'enregistrer. Je mange des calamars. Calamars, enfin, des cornets, encornets à la provençale. Bon, c'est pas aussi savoureux que les encornets que j'en ai acheté. J'en avais acheté dans un petit commerce qui les faisait eux-mêmes et c'était super bon. Là, bon, ça fait comme boîte de conserve. Mais il y a quand même la texture, quoi. Et ça, c'est quand même super bon. En fait, du coup, je me suis baladé tout à l'heure. Je me suis baladé parce que je voulais acheter un gâteau. Enfin, je me dis, je vais sortir. Sortir, et puis je vais aller m'acheter un gâteau à la fabrique à gâteaux, et puis parce qu'ils font des gâteaux super bons. Enfin, en tout cas, j'ai envie de découvrir. Là, c'est fermé. Ça fait chier. Donc je me dis, bon, peut-être que c'est les vacances, je sais pas. Et puis, du coup, j'avance un peu plus loin, et puis là, il y a. En fait, c'est une rue où il y a plein de cafés un peu. Enfin, café-resto aussi. Un peu bobo. Là. Et j'ai vu d'autres un peu dans le même style après, plus loin, dans d'autres rues. C'est-à-dire un truc minimaliste, quoi, en fait. Donc, typiquement, il y avait différents trucs, quand même. Il y avait un truc minimalisme chic. C'était vraiment comme dans les galeries d'art contemporain, un truc épuré. Donc on est. J'ai même vu des bancs japonais, enfin, ce qui ressemble à des bancs japonais ou des trucs. Enfin, en tout cas avec un design qui était lié à ça. Un truc zen. euh, voilà. Des trucs simples, mais c'est pas vraiment simple en fait, hein. C'est pas simple du tout. Mais disons, voilà, un design des matériaux comme du bois, noble. Et il y en avait même qui étaient tout en bois d'ailleurs. Et puis, comme des trucs dedans, euh, à manger, il y avait pas mal de trucs type un peu vegan, euh, végétarien, notamment des bols. Donc un bol, dedans il y a des euh, du riz, des courgettes râpées, des trucs comme ça, plein de petits trucs, du houmous, un peu de viande ou de tofu, un espèce de boboon quoi, un boboon occidentalisé quoi. Et alors ça a l'air très bon, hein, moi je voulais en prendre un, mais il n'y a pas beaucoup de place, alors bon, du coup j'ai fait un peu un tour. J'étais pas à l'aise, en fait, parce que je savais pas si du coup je pouvais demander à prendre à prendre une place
Ou si quelque part je voyais bien qu'il n'y avait pas de place, et donc du coup il fallait que je m'en aille. Donc je savais pas quoi faire, j'étais un petit peu embêté. Et, euh, et pareil après, c'est arrivé après quand il était 14 heures passées. Est-ce que du coup je peux demander à prendre un truc à manger? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est. Voilà, j'étais un peu embêté par rapport à ça. Voilà, donc j'ai vu ce restaurant-là, qui était lié un peu dans un quartier. Ensuite, après, j'ai vu que, en allant un peu plus loin, qu'en fait, il y en avait plusieurs, dans le même style. Il y en avait aussi qui étaient un peu axés type café, hein, avec des trucs du style coffee shop, choses comme ça. Avec plein de petits cafés différents. Et puis, il y a un design aussi un côté Starbucks café, je trouve. Une espèce de Starbucks, mais un peu plus, soi-disant artisanal. À voir comment c'est fait, mais voilà, un truc qui se veut à la fois convivial et en même temps libéral, dans le sens d'un truc qui serait, oui, ça, qui serait chaleureux, mais en même temps qui serait fonctionnel, en fait, dans ce rapport comme ça, quoi. Là où les aéroports, par exemple, sont à la fois fonctionnels et en même temps très froids. Donc bon, peut-être que ça marche pour ce truc-là, je sais pas. Mais peut-être que c'est une forme de critique sur ce plan-là, en fait, du libéralisme, tout en étant son prolongement aussi, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment. Mais je sais qu'à la fois, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans et qui en même temps me met un peu mal à l'aise. Je crois que ça correspond aussi à une classe sociale. Et ça, que c'était flagrant. Par exemple, ce truc-là, bon, c'était pas non plus excessivement cher, hein. C'est vrai que en termes de prix, c'était dans des prix de restaurant classiques. Bon, voilà. Je suis pas sûr qu'on mangeait peut-être une question de quantité aussi, mais bon. Mais par exemple, c'était très différent d'aller dans un autre resto, par exemple. Je te mangeais un restaurant indien qui servait des plats uniques à 5 euros. Où là, c'était une population. Enfin, le plat était chargé, était dense. C'était pas un truc justement gastronomique. Bon, on mange comme ça, on picore, c'est bon. Enfin, c'est un truc qui tient au corps, quoi, et puis qui attirait aussi une population euh, plus indienne ou immigrée aussi. Je me sentais d'ailleurs là pas trop à ma place, d'ailleurs, en tant que blanc, en tant que jeune blanc étudiant, classe moyenne. Même pas, ça veut pas grand chose, même classe moyenne. Mais, et, bon, c'est pas intéressant tout ce que je dis pour l'instant, c'est pas très intéressant. Enfin bon, si, c'est comme c'était bien de voir un petit peu du coup ces différents trucs comme ça. Et c'est vrai qu'après en regardant sur internet les restaurants qu'il y avait, parce que je me dis, bah, en fait c'est ça, à la base je venais pour le gâteau, j'étais frustré. Donc du coup, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais me manger un bon truc. Et puis voilà, j'étais frustré aussi de pas. Parce que je voulais du coup faire ce truc-là minimaliste, et puis. Enfin minimaliste entre guillemets. Et en même temps je me disais, bon, est-ce que j'en ai vraiment envie, je sais pas. Bon. Et puis du coup je me suis dit, bon, je vais me faire un restaurant thaïlandais parce que ça j'aime bien. Puis là je regardais sur internet, et puis du coup bah, je regardais les photos, et en fait d'un seul coup ça me paraissait tout de suite très riche, très gras en fait. Comme si justement ce côté frais, cru, d'un seul coup me faisait voir en fait tout le côté un peu lourd en fait des autres types de plats qu'il pouvait y avoir. Bon, donc j'ai vu d'autres trucs comme ça. Je suis passé dans un restaurant italien, et il y avait des pâtes, et ça me faisait envie du coup des pâtes d'un seul coup. Il y avait les odeurs et tout ça. Et en même temps, bah, je me suis dit, bon, bah, je pourrais faire chez moi les pâtes, donc c'est pas tellement intéressant. Et en fait, c'est comme si ça avait joué comme ça, comme si finalement je m'étais dit, finalement, je suis rentré à la maison, et puis là je vais me faire à manger. Et je vais me faire un bon manger du coup, pour compenser. Comme si j'étais allé chercher à l'extérieur un. Là, du coup, j'ai acheté un carpaccio de bœuf. C'est pareil, j'ai vu là-bas, il y avait du tartare, et je me dis, bah. Enfin, je suis passé devant un restaurant français, puis les faits, ça avait l'air vachement bon. Mais en même temps, pareil, je me dis, est-ce que c'est des trucs que je peux pas faire chez moi aussi? Donc là, du coup, je vais me faire un carpaccio de bœuf que j'ai jamais mangé au restaurant, ni à la maison d'ailleurs. Donc je vais voir si j'aime ça. J'ai acheté de la mimolette aussi, parce que j'en ai pas trouvé ailleurs enfin, j'en ai vu qu'il y en avait. Du coup, parce que je suis dans un supermarché du coup pour ça.
Et je vais voir ce que je... Enfin, en fait, j'ai des trucs qui sont à la fois pas très intéressants et en même temps, en même temps, il y a des trucs dedans. C'est-à-dire que, quelque part, j'anticipais aussi qu'est-ce que ça allait être après à Toronto. Bon, je vais mettre à cuire les pâtes. Qu'est-ce que ça va être aussi après à Toronto, comment je vais me nourrir, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie aussi, quoi. Et c'est ça qu'il y a un plaisir de la bouffe aussi, quelque part. C'est un plaisir de manger. Et, et en fait, là, c'est que dans le truc du restaurant, je me dis, bah, c'est comme si j'allais en restaurant. J'aime bien l'idée d'aller en restaurant, mais pas tant pour passer un bon moment pour manger au restaurant, mais plutôt pour découvrir des nouvelles saveurs qu'ensuite je pourrais reproduire chez moi, quoi, comme une manière de me réapproprier, quoi. Voilà. Du coup, quelque part, le restaurant devient un espace de découverte et pas un espace alimentaire, en fait. Il y a des choses, hein, du coup, mais dans ce cadre-là, bah, du coup, ça devient intéressant pour moi d'aller voir un restaurant, même s'il coûte un peu cher, parce que ce qui compte, c'est la découverte de nouvelles sensations, de nouvelles, de voir en fait un désir. Et c'est pareil aussi là pour le supermarché, la mimolette là ou d'autres choses. Je sais pas si si je vais manger tout ça ou voilà, mais en même temps, en fait, je crois que c'est la première fois que je vois, en tout cas, ça m'a intrigué, la mimolette vieille. Et je me dis, mais tiens, est-ce que j'aime ça ou pas? Je sais pas. Et donc du coup, ça me donne envie de tester en fait. Et je crois que ça, c'est ce qui m'intéressait là, je dis sur Toronto ou sur Paris. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, en fait, d'être dans la situation où j'essaie de sentir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, en fait. C'est vraiment un truc de un, comme un laboratoire de désir un petit peu, enfin en tout cas de test du désir pour voir, voilà. Donc en effet, ce qui est intéressant, c'est pas bon là je vais me faire finalement des pâtes enfin, une carpaccio quand même, donc c'est pas non plus, mais voilà, en fait, je sentais que j'avais envie de pâtes en tout cas devant le restaurant italien, donc j'en refais là. Mais pareil aussi, quand j'étais au supermarché, bah, je voyais des calamars par exemple. Puis je me dis, oh, des calamars, j'aimerais bien en prendre. Et puis je regardais le prix, puis c'est super cher. Et puis donc du coup, je me dis, bah non, bah c'est cher, j'en prends pas. Et en fait, ça m'a mis une telle frustration. J'étais, ah, ça me. Et je me dis, c'est comme si mon corps avait réclamé du calamar, quoi. J'avais envie de calamar à ce moment-là. Et mais simplement, c'est cher. Donc du coup, j'en ai trouvé en boîte là, du coup. C'est vrai que c'est moins bon, mais en fait, le fait de l'acheter, c'est comme si, enfin, le fait de le prendre et surtout d'avoir pris la décision de l'acheter, de le prendre, c'est comme si mon corps, quelque part, il était tendu un petit peu. Puis après, quand je l'ai trouvé ce truc-là, enfin, quand j'ai pris la décision en fait d'aller en chercher d'autres et de pas m'en priver, mon corps m'a un peu remercié. Enfin, il y avait un côté de, j'avais plus ce manque-là. Il y a un petit peu le corps qui faisait, ok, c'est bon, voilà, ça va. Et c'était une sorte de satisfaction un petit peu. Et là, pareil aussi, en me disant, bah voilà, je vais pas aller dans un restaurant qui va coûter un peu cher. Et en même temps, je voulais pas non plus rentrer chez moi un peu bredouille, parce que ça j'aurais été frustré ou même de prendre simplement un kebab à 5 euros. Voilà, c'est pas. Je me suis dit, bah non, je vais faire bien à manger, mais chez moi, donc ça va me coûter moins cher et ce sera très bien aussi, quoi. Et puis du coup, ce sera pas trop tard parce que je peux manger chez moi à n'importe quelle heure, c'est pas grave. Euh, j'ai pas cette peur-là de manger pas à la bonne heure, quoi. Bon, ça va, ça c'est pas intéressant ce que je dis quand même, mais en fait, pendant tout le trajet, j'ai pensé à pas mal de choses en fait. Il y a plein d'idées qui m'arrivaient comme ça. Il y avait l'idée que finalement ce que je faisais là, c'était une sorte de philosophie de rue, en fait. C'est pas une philosophie de comptoir, ça pourrait. Mais c'est, voilà, comment penser une philosophie de rue, ça, une philosophie qui se fait de manière un peu nomade. C'est pas, je sais pas la philosophie derrière un bureau de manière sédentaire, mais plutôt une philosophie qui se fait justement, et c'est ce que j'apprécie aussi dans les gens qui font des vlogs, notamment, des vlogs de voyage un peu, qui voyagent et puis qui parlent de trucs qu'ils ont vus. C'est en fait voilà, on est en mouvement, on découvre des choses, on mange de nouveaux trucs, on est dans un moment d'exploration de quelque chose, et en même temps, ça génère des idées, ça génère quelque chose. Et c'est vrai que c'est quand je suis en mouvement, dans ces cas-là, en général, que je peux penser à des trucs, en fait. Et que quand je suis justement euh, à stagner, à rester chez moi, à faire quelque chose
qui un peu en boucle, quoi. Bah, en fait, je sens que ça manque kilo, c'est que ça marche pas, quoi. Donc c'est c'est pour une personne ça ou pour- Et il y a plein de choses évidemment à voir dans une ville comme Paris quand même. Et plein de magasins. Par exemple, il y avait un magasin. Bon, à chaque fois, je trouve qu'à la fois les magasins se ressemblent et en même temps, il y a comme des choses. Là, je suis entré dans un magasin, par exemple, c'était un magasin de livres, un peu de livres, un peu design. Alors, il y avait de l'infographisme, enfin, il y avait de. Comment on appelle ça? Du journalisme de données, data journalisme. Ça, je trouve ça intriguant. Il y avait des gens qui faisaient. Et si, il y avait un livre de cuisine, par exemple, que je trouvais surprenant, qui était dans une esthétique un petit peu art contemporain, c'est-à-dire bah, enfin, minimaliste, ouais. T'as des gros titres en futura, un truc voilà, avec beaucoup d'espace blanc dans la page, un truc assez clair, simple, minimaliste, justement. C'est surtout ça en fait, l'esthétique contemporaine, c'est surtout une esthétique minimaliste. Et puis dans les photos qui étaient prises, par contre, là, elle a changé un petit peu de ce côté un peu YouTube tuto beauté avec des petits pianos derrière. Mais c'était en fait des photos que je trouvais assez belles pour le coup, parce que c'était pas le plat qui était fini, préparé, avec où on voit un bol de un bol de farine avec à côté la quantité d'eau qu'il faut mettre dedans, pas du tout. C'était plutôt voilà, on voyait les mains qui étaient en train d'actionner la pâte, et surtout c'était éclairé à la lumière naturelle. C'est pas la lumière studio où tout est bien éclairé. C'était une lumière justement en fait assez tranchée, assez noir-blanc, assez clair-obscur. Et, euh, et ça se voyait franchement, il y avait quelque chose qui était à la fois dans les photos, hein, je trouvais, c'était le truc s'appelait Future Food. Les photos étaient à la fois euh, il y avait quelque chose de très pas forcément appétissant en tant que tel, mais quelque chose de très plastique, très lié à la matière en fait. On ressentait la matière, on ressentait. C'est vraiment une sorte de composition, enfin pas une composition dans la photo, mais on sentait quelque chose qui était. On pouvait ressentir la composition interne de la matière en fait au niveau de la cuisine. Et ça, je trouve ça intéressant, vraiment super intéressant. Ça tranchait vachement avec toutes les autres photos que j'ai pu voir de, euh, de ça quoi, de ce type de choses, des livres de cuisine quoi, en général. Ça m'a surpris. Et puis il y avait aussi la revue Mouvement, qui est une revue qui a l'air vraiment intéressante. En tout cas, c'est celle qui m'a touché. Et cette revue Mouvement, il y avait un article sur Nathalie Quintane dedans. Il a parlé de la poésie et du fait que la poésie, elle avait eu un tournant un peu lyrique, un peu chiant dans les années 80 et que eux voulaient au contraire la repolitiser et faire en sorte que la poésie devienne quelque chose de un peu coup de poing et que ça puisse au contraire pas être dans une forme au contraire d'apaisement des mœurs, mais au contraire une manière de renforcer le côté le plus noir, la violence du monde pour la rendre aussi visible. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Très beau ça, un carpaccio là. Carpaccio de bœuf, c'est très bon. On dirait du. Bah, comme les sashimi de saumon, quoi, en fait. Hmm. En fait, du truc que je parlais ce matin, là, de
truc de se dire. Un champignon, je sais pas si je vais regarder par contre. Et ouais, ce truc-là de. En fait, ce moment où justement on est en vacances, tout comme là, je mange bien. J'ai des trucs un peu chers, mais je savoure. Ouais, c'est comme si je m'autorisais à vivre. En fait, je m'autorise à consommer, mais je m'autorise surtout à vivre. Alors bon, est-ce que vivre c'est consommer à ce niveau-là, je sais pas, mais c'est pas très anticapitaliste, mais je crois qu'il y a un truc à voir aussi avec le désir. C'est-à-dire que c'est comme pour le restaurant, quoi. Donc, par exemple, moi je vais me dire que je vais manger dans des kebabs parce que les restaurants gastronomiques c'est pas fait pour moi. Que ça coûte trop cher. En fait, ça coûte pas trop cher. Je pourrais me faire quelques restaurants gastronomiques et manger moins au kebab pour compenser. Mais je me dis, bah non, je préfère quelque part voilà, manger plus souvent. Mais en fait, c'est pas si juste. C'est-à-dire que quelque part, le restaurant gastronomique, il sera peut-être intéressant parce que si j'y mange une fois ou deux, je vais pouvoir voir ce que c'est, je vais pouvoir manger ce que c'est. Et puis, peut-être que finalement, je vais me dire, bah c'est pas si terrible que ça. En fait, le fait de le faire, c'est peut-être pas forcément intéressant pour l'obtenir ou pour ou pour l'expérience. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est l'araignée. Oh.
l'instant, je vais. Non, je vais pas mettre sur pause, je vais laisser tourner, mais je vais arrêter de parler et je vais me concentrer sur ce que je mange surtout. Parce que...
Bon, la mimolette vieille, c'est pas grave. Bon, donc j'ai trop mangé. Donc là, je suis en train de faire cuire des pleurotes et je pense que je vais pas les manger non plus. Je les garde pour ce soir. Par contre, j'ai ça. Et ça, je vais manger là. Donc ça, c'est un espèce de... Il y a des fruits dessus, il y a de la crème dessous, et puis il y a comme un cornet de glace autour. Un peu, qui colle à l'eau, on dirait. Et ça a pris l'eau, ouais. Voilà, c'est comme ça. J'espère que je vais essayer de le prendre dans une assiette quand même. Ah putain. Voilà, ça casse déjà. Alors j'ai pris ce dessin là parce que j'hésitais entre ça et une forêt noire. La forêt noire parce que j'ai jamais goûté donc ça m'a intrigué. Et, mais celui-là, parce qu'en fait quand j'étais chez mon père, on mangeait pas beaucoup de fruits et de légumes. Et en fait, des fois on allait à la boulangerie et ils nous achetaient un gâteau. Et moi je demandais celui-là parce que justement il y avait des fruits. Un peu d'autres fruits. En fait j'en avais besoin à ce moment-là d'avoir des fruits. Non, c'est ça que je vais faire. Voilà. Donc, puis je me dis, quand j'ai vu ce truc là, du coup, ça m'a fait un peu ma tête de Proust, quoi. Je me suis dit, est-ce que j'en mange est-ce que je le prends ou... Moi, je le trouve un peu... On sent que le biscuit est industriel. La crème, elle est assez épaisse.
ça va. Mais... Bon. Ça fait pas le même effet hein, que... Là, s'il n'y a pas de goût. Que la Madeleine de Proust, mais... Parce qu'en fait, le souvenir s'est réactivé par la vue, quoi. Par le fait de voir ce gâteau. Et de le voir dans une boulangerie. Pas des... ça a réactivé ce souvenir. Mais c'est pas au niveau de le manger. Ça joue. Ça joue dans sa perception, quoi. Dans le fait de se rappeler que ça existe, en fait. C'est vrai que dans les voyages, notamment à Shanghai, il y a eu la même chose, quoi. Moi, il y avait une chanson qu'écoutaient mes parents quand j'étais petit, que j'ai entendue là-bas. Et qui m'a frappé, quoi. Parce que je suis étranger. Ça fait un moment que j'écoute plus de musique française du tout. Je suis dépaysé musicalement. Et là, paf, cette musique-là, qui résonne avec un truc profond. Comme si, justement, il y avait eu un ménage qui avait été fait. Comme si en fait, je me disais ça, en fait, que le voyage, c'est peut-être d'abord un ménage qui est fait. Un endroit justement où on est éloigné, donc on est les choses sur lesquelles on s'appuie d'habitude ne sont pas là. Notamment les repères culturels, musico-gustatifs, tout ça. Donc on est forcément dépaysé. Mais dans ce dépaysement, un peu comme dans un rêve aussi, il y a souvent il y a des espaces qui s'ouvrent pour... Enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais... Pour que justement des événements du passé aussi puissent revenir et puissent être réappréhendés différemment. En fait, le voyage, c'est du recul par rapport à notre culture. Et en fait, c'est aussi une sorte de culture critique. Je sais pas. Comme une sorte de culture comparée.
Et là, je disais sinon. C'est intriguant ce truc-là, parce que là, je disais du coup Gail Rulin sur le BDSM, sur les catacombes, qui était un sex club BDSM américain. Il a décrit son histoire, quoi. Et c'est très touchant, je trouve. Parce qu'en lisant ça, du coup, je m'imprégnais du coup de l'atmosphère du lieu, de l'ambiance que c'était, et de cette vie que ça devait être là-bas. Et en fait, j'imaginais ça, voilà, peut-être moi là-dedans aussi. En tout cas, de personnes qui, dans un truc, dans un secteur de niche, quoi, enfin, un peu loin de la société, quelque part aussi, font un truc qui leur plaît, qui leur provoque du désir, du plaisir, et puis qui vont peut-être faire toute leur vie, et puis voilà, leur vie ce sera ça. Et il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plus. Moi je me disais, bah ouais, moi aussi je pourrais m'en satisfaire de ça en fait. Là où justement je vis ma vie comme un manque, comme un truc où je suis en train de chercher un extérieur parce que le monde ne me satisfait pas tel quel en fait. Bah c'est normal, c'est que je cherche quelque chose, un moment où je pourrais me dire, bah maintenant là où je suis, ça va en fait. Et je ressentais ce truc-là, que j'ai déjà ressenti plusieurs fois dans ma vie, hein, mais ce moment où il n'y a plus à se battre en fait, où il y a juste à apprécier la vie telle qu'elle est en fait. Ce côté bon vivant, ce côté où on s'autorise à vivre justement. Et je me rends compte que voilà, je peux m'autoriser à vivre, hein, en fait au moment où je sens les pick-up dans les jambes. Au moment justement où on assume ce qu'on aime, ce qu'on veut. Comme là, j'assume de manger ce que je veux, par exemple. Comme j'assume d'aller au sauna, comme j'assume mes désirs. J'essaie de comprendre mes désirs et de les accepter, quoi. Et ça mène sur un moment où, justement, il n'y a plus à en avoir peur et il y a juste à les vivre. Et, euh, et ça mène vers cet espace où, en fait, il n'y a plus rien à changer dans le monde. Il n'y a plus rien à reprocher, à vouloir transformer dans le futur. Les choses sont déjà là. Et il y a juste à faire ce qui est au présent parce que le futur n'existe pas et puis qu'il n'est pas intéressant en fait. Il n'est pas plus intéressant que le présent. Et c'est ça en fait, c'est comme si moi j'étais dans une situation où souvent le futur est plus intéressant que le présent. Souvent, beaucoup, beaucoup en fait. Mais c'est aussi parce que le présent ne me suffit pas en fait. Le présent est pas terrible en fait. Donc j'imagine un futur où ça pourrait être mieux. Mais en même temps, il y a une sorte de. Comme si c'était une espèce de déni, comme si tout ce que j'arrivais pas à faire dans le présent, je le renvoyais dans le futur. Alors évidemment, bon, là, je peux faire ça parce que justement, j'ai un peu de thunes et je m'autorise pour acheter des choses, et puis là, pour manger bien, puis je suis content, et puis. Mais c'est marrant parce que c'est même pas. Là, par exemple, ça aurait marché parce que je me serais autorisé à manger au restaurant tout seul, en fait. Mais finalement, je me suis autorisé à ça, puis finalement, je l'ai pas fait. Finalement, je mange chez moi. Euh, je mange bien, mais je mange chez moi, comme finalement. Donc en fait, c'est intriguant parce que en s'autorisant quelque chose, en fait, on va pas forcément jusqu'au bout non plus. Mais ce qui a un sens, c'est le fait de s'y autoriser, ça lève un blocage de quelque chose. Ça m'intrigue beaucoup. C'est une question vraiment d'autorisation, quoi.
s'autoriser à vivre. Toujours ce truc-là de... S'autoriser à bien manger, à dormir, à rien faire. Là, quand je parle, j'ai l'impression de pas... d'être un peu en roue libre, en fait. Je sais que je suis filmé, donc du coup, c'est comme si j'étais pas justement anticipé ce qui allait se passer, ou de... C'est particulier, en fait, comme truc. Je me regarde en train de parler. Je ne suis pas moi à ce moment-là, en fait. Je suis pas moi, donc quelque chose qui se déploie, mais qui est pas moi, et... Ça, c'est assez surprenant. J'ai pas d'image de moi, en fait. J'ai pas la conscience de moi-même. Euh, c'est comme si j'étais mon propre spectateur. Je me regardais, en fait, en train d'agir. Je regarde ici mon image, mais là, celui qui parle, j'ai pas l'impression que ce soit moi qui parle, en fait. C'est du coup super intéressant, ce truc-là. Et pareil, le temps est pas le même, et... Ça marche parce que je sais qu'on peut m'entendre. Pas qu'on m'entend forcément, mais on peut m'écouter. On peut me regarder. Parce que cette vidéo-là, elle sera peut-être diffusée. Peut-être qu'elle sera vue par moi ou par une autre personne, mais elle sera peut-être écoutée. Du coup, il y a ce truc-là qui apparaît. Et je veux bien que dans la parole, comme ça, c'est comme si dans la parole, j'essayais de comprendre tous les blocages, les angoisses qu'il y a derrière et tout ça. C'est marrant parce que ça vient par étapes aussi. Il y a un côté, quelque part, il y avait un manque sexuel, j'avais besoin de... Puis du coup, par la masturbation ou par aussi le sauna, ce truc-là, c'est un peu enlevé. Ensuite, justement, quelque part. Ensuite, ça a révélé peut-être un autre type de manque, qui était un manque de manger. En fait, finalement, j'avais faim, ou après avoir finalement éjaculé, il fallait peut-être que je ressource mon corps, ou que je mange des trucs bien pour moi et tout. Donc à ce moment-là, ça passe beaucoup par le... En fait, et puis du coup, maintenant j'ai bien mangé, donc maintenant ça passe maintenant peut-être un peu à autre chose. Peut-être que ça passe par la parole, ou je sais pas, mais... Et du coup, là, je suis là à me poser, de me dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Mais qu'est-ce que je... Pourquoi, par exemple, là, j'ai plus d'angoisse pour Toronto, quoi. Ça me fait très, très peur d'aller à Toronto. Bah maintenant, je me dis, bah ça va, en fait. Peut-être parce que quelque part, j'ai parlé du sujet avec ma mère, et puis bon, du coup, ça m'a un peu rassuré, peut-être, je sais pas. Et puis, que le fait de... Voilà, j'ai pris des hôtels à l'avance. Je sais que je vais dépenser plus d'argent que je vais en avoir avec la bourse, mais c'est pas grave. Et je crois que là, du coup, je suis sur un truc où j'accepte de vivre ça, en fait. J'accepte cette dépense d'argent, en fait. Je crois. Ce côté vacances, justement. Et à la fois, ouais, il y a un côté toujours un peu. C'est comme si j'arrivais à ne plus culpabiliser de ce côté-là, parce que c'est comme si je voyais ça un truc de riche, un petit peu. De dépenser de l'argent comme ça, c'est un truc de riche, mais. Parce que c'est pas de la survie, quoi. Mais en fait, ça va. Enfin, en plus, je dépense pas plus que quand je suis sur Angoulême. Mais. Hmm.
Mais c'est vrai que c'est ce truc-là un peu de... Comme si je sens que chez moi, il y a une souffrance, il y a un malaise, il y a un mal-être profond. Parce que quelque part, il y a plein de choses que je cache. C'est toujours la même chose, hein. Mais que ce que je vis, en fait, c'est compliqué de le... Enfin, ce que je vis, ce que j'aimerais vivre, j'arrive pas vraiment à le... C'est pas ce que je vis, justement. Et j'arrive pas à le montrer, l'affirmer, l'assumer. Je sais pas si c'est ça vraiment, mais... Alors maintenant, je me rends compte que ça passe beaucoup par l'homosexualité, par le BDSM, par des choses comme ça, qui font aussi très peur, d'ailleurs. Enfin, je pense au BDSM, par exemple, même si c'est des choses que je demande maintenant que j'arrive un petit peu à calmer, mais en même temps, c'est aussi parce que je tombe... parce que voilà, il y a une sorte d'hystérie sur le BDSM, qu'il y a des images de, de peur qui sont véhiculées par les médias par rapport à ça. Alors que bon, quand je lis des bouquins un peu plus sérieux sur la question, en fait, ça va. Enfin, c'est cool comme truc. Que ça n'a pas l'air aussi... Ah, je pense que en effet, c'est comme pour l'homosexualité, quoi. C'est beaucoup de clichés, quoi. Et, donc, voilà, comme dit Gaël Rubin, hein, c'est dès qu'il y a des sexualités qui sont oppressées, bah, ça prend beaucoup de temps pour y aller, quoi. Et entre-temps, bah, ça crée beaucoup de névroses, mais c'est des névroses qui sont sociétales d'abord, en fait. Donc c'est comme si c'était ça, en fait. Comme si justement, il y avait dans ma vie plein de choses que je m'autorisais pas, en fait. Et là, la question que je me posais maintenant, c'est comment m'y autoriser? Comment m'autoriser à faire ce que je trouve juste et ce qui me plaît, quoi. Je crois que si je fais ça, je trouverai justement un rythme de vie qui conviendra bien. Mais ça veut dire se confronter à beaucoup de peur, quoi. Bon, peut-être que je vais arrêter là parce que j'ai pas grand chose à dire. Si je peux dire un truc, remarque, c'était peut-être. C'est un truc encore à réfléchir, ça, mais. En fait, je me disais ouais, que cette autorisation de vivre, elle était liée aussi certainement au. Parce que quand j'étais au collège, lycée, je voulais me suicider. Et en même temps, je m'étais pas autorisé à le faire. Et en même temps, j'en ai jamais vraiment parlé de ça. Enfin, si, j'en ai parlé à des amis, mais j'ai jamais vraiment creusé plus profondément ce truc-là. Pourtant, c'est un truc très très dur pour moi quand même. Évidemment, c'est la question de la mort. Mais ça m'a beaucoup touché, quoi, c'est clair. Et j'avais pas, je me suis pas autorisé à me suicider parce que je me suis dit que ça allait faire de la peine à mes proches et je voulais pas que ce soit un poids en plus pour eux à ce moment-là. Mais je mettais une sorte de pression, comme si je m'étais obligé à vivre, en fait. C'est ça qui était dur. Je m'étais obligé à vivre une vie que je voulais pas vivre. Et c'est comme si là, progressivement, ce que je faisais, c'était je ne m'oblige plus à vivre la vie que je veux vivre. Enfin, je m'oblige plus à vivre la vie que je. Pas que je veux vivre, justement, mais peut-être que je crois devoir vivre, peut-être, que je crois avoir à vivre, alors qu'en fait, je n'ai pas envie. Et plutôt être attentif à qu'est-ce que je veux vivre, hein, du coup. Comment, du coup, déconstruire, en fait, l'image d'une vie bonne, une vie telle qu'elle me plaît. Et ça, c'est vrai que c'est dans la solitude que ça passe d'abord. Dans le fait de connaître ses propres désirs, quoi. J'ai besoin de ça, là, j'ai besoin de solitude, là. Oh putain. Ouais.